Bon, on va attaquer. Bonjour à tous, bienvenue à cette session sur les applications robotiques avec Kinect et Robotics Developer Studio. Je m'appelle Pierre Cauchois, je travaille chez Microsoft, je m'occupe des relations avec les développeurs pour tout ce qui est applications embarquées et robotiques et tombe également dans mon escarcelle tout ce qui est développement Windows Phone. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est de la robotique et plus particulièrement cette plateforme-là qui s'appelle Eddy et que je vais essayer de vous présenter durant la session. Avant de commencer, peut-être juste un petit sondage pour comprendre un peu qui il y a dans la salle. Qui a déjà fait du développement Kinect? Quelques-uns, d'accord, c'est bien, vous êtes groupés. Qui fait du développement robotique et n'a pas encore touché à Kinect? D'accord, ok. D'accord. Qui fait du développement robotique avec Kinect déjà? Ah, ok. Je débute. Ok. Qui a déjà touché à Robotics Studio? Qui sont les courageux? Un seul, deux, ok. Deux ou trois, ok. Ok, donc c'est bien, on va bien revenir sur les fondamentaux de Robotics Studio et de Kinect. Donc l'agenda, d'abord, slide peut-être non. J'ai fait ce qu'on appelle une castana. Spéciale dédicace à mon collègue Stan qui fait des plénières sans brancher son PC. Personne n'est là pour me dire que je suis en train de passer des slides que vous ne voyez pas. C'est du propre. C'est bien devant le chef en plus. C'est le 2. Prends des notes. Ouais. Hop là. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Comme ça, vous avez mes coordonnées. Je les remets à la fin. Donc, agenda de la session. On va commencer par rappeler Kinect. Pourquoi, dans le milieu de la robotique, c'est particulièrement quelque chose d'intéressant. On va parler pas mal de Robotics Developer Studio. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la suite de développement d'applications robotiques chez Microsoft. Vous allez voir que ce n'est pas trivial à prendre en main. On va montrer comment le groupe robotique, depuis la bêta de Robotics Developer Studio, qu'on appellera pour gagner du temps dans le reste de la session RDS, RDS 4, donc on va voir comment l'équipe a intégré Kinect dans le produit et je vous montrerai une application concrète de ça avec ce robot, sachant que pour les besoins de la démonstration, vu qu'il est sur une table, nous n'allumerons pas les moteurs. Vous verrez néanmoins ce qu'on peut imaginer faire avec. Donc Kinect. On est parti du monde du gaming et on a ramené ça dans la robotique. Alors on revient vraiment sur la base de Kinect. Qu'est-ce qu'on a comme information dans Kinect? On a 3 types d'informations différentes. On a une information vidéo. En ce sens-là, Kinect, c'est une webcam. Enfin, ou une caméra, on va dire. Pas forcément web, mais c'est une caméra. On a une information de profondeur. Donc ça veut dire qu'en gros, l'image du milieu, elle fait 320 par 240, et pour chacun des pixels de cette image, 320 par 240, on va avoir une distance qui va correspondre à ce que capte le Kinect avec une petite diode laser qu'il y a là, qui s'occupe de mesurer la distance. Et on a des informations qui sont retournées par le SDK, qui sont les différentes articulations du squelette que vous voyez sur la droite pour vous, qui donc vont être positionnés dans l'espace en 3D, ce qui va nous permettre de comprendre comment l'utilisateur il est positionné, éventuellement quel mouvement il fait, quelle posture il adopte, etc. Dans le monde de la robotique, c'est une révolution à plein d'étages différents. Ça fait des années que les roboticiens intègrent des caméras pour faire tourner tout un tas d'algos qui traitent des informations visuelles pour les remettre en 3D, que ce soit pour détecter des murs, pour détecter des humains, pour détecter des gestes, pour détecter du mouvement. Aujourd'hui, tout passait par les informations de la caméra, ce qui était assez compliqué parce que du coup, il fallait inférer depuis une image en 2D des informations tridimensionnelles. Là où Kinect devient intéressant, c'est que cette information tridimensionnelle, il va nous la fournir de base. Donc on va avoir beaucoup plus de facilité à comprendre comment ce qui bouge, non seulement les mouvements latéraux, mais aussi les mouvements en termes de profondeur. Par ailleurs, une des fonctionnalités qu'on intègre systématiquement dans tous les robots et qui peut coûter très cher, c'est la fonctionnalité qui consiste à mesurer son environnement. De base, c'est pour éviter de se cogner dans les murs.
c'est pour essayer d'éviter les obstacles, etc. Le problème, c'est qu'on a différents types de capteurs pour mesurer cette distance, et que ces capteurs, ils ont tous une espèce de distorsion et de champ de visu qui est un peu différent. Ici, par exemple, sur Eddy, c'est son petit nom, hein, Eddy, on va retrouver des capteurs infrarouges, donc qui marchent très bien à très courte distance, mais qui, dès qu'on s'éloigne à plus de quelques dizaines de centimètres, vont pas très précis. On a des capteurs à ultrasons qui fonctionnent un peu mieux sur les distances moyennes, bien qu'ils aient, comme ils ont une espèce de bulle devant, dès que l'information va être un petit peu sur le côté et pas immédiatement devant, l'information de distance va être déformée. Et après, quelque chose qu'on n'a pas là mais qu'on va remplacer par Kinect, ce qu'on utilise dans le monde de la robotique, c'est des systèmes type LIDAR ou laser qui consistent à faire balayer. Alors la plupart du temps c'est en 2D, mais on a aussi des modèles motorisés en 3D, ce qu'on a devant nous. Et pour vous donner une petite idée, les systèmes LIDAR low cost, les kits de développement, j'entends, ça démarre à 1800 $. Par là. Alors après, il y a des solutions de hobbyistes. Vous prenez un aspirateur de chez Nito, ça s'appelle le XV11, vous démontez l'aspirateur, vous pouvez récupérer un LIDAR de base, ça vous coûte 350 €. Bon, faut pas avoir peur du fer à souder et du tournevis. Faut pas avoir vendu ça à madame comme un aspiro, parce que si vous le démontez après, il fera plus grand chose. Mais il y a des solutions, mais globalement, c'est très cher. Et les capteurs LIDAR en 3D, ça peut aller jusqu'à des tarifs exorbitants, 5 000, 6 000 €. Et dans le monde de la robotique carbure quand même beaucoup aux hobbyistes, aux scientifiques de garage qui font leurs petits projets chez eux, et se payer un truc à 4 000 €, c'est juste pas imaginable. Et Kinect, mine de rien, ça fait exactement la même chose. C'est un capteur laser en 3D qui coûte 250 €. Voilà. 250 $. Ça coûte 250 $ parce que je vous rappelle que maintenant on a un SDK et que avec ce SDK, il faut utiliser le Kinect for Windows. Dans la mesure où vous avez déjà commencé des recherches, et je suis sûr que vous avez déjà tous commencé des recherches, le SDK est aussi compatible avec le Kinect Xbox 360 à 150 €. Vous pourriez juste pas en faire une application commerciale. Mais pour le petit hacker chez nous, ou les grands hackers chez nous, enfin en ce qui me concerne, c'est un capteur de Xbox 360. Donc voilà. Donc pour l'information de profondeur, faire tourner ces mesures-là dans Kinect, ça change tout. Parce que du coup, on va pouvoir cartographier son environnement et mesurer ce qui se passe autour de nous pour extrêmement peu cher. Et du coup, ça va nous permettre également d'intégrer ce Kinect dans un tas d'algorithmes de recherche de ce qu'on appelle SLAM ou SLAM. SLAM, c'est Simultaneous Location and Mapping, c'est un truc que tous les roboticiens connaissent. C'est le principe de base qui est que quand vous êtes un humain, vous rentrez dans une pièce, automatiquement, sans y penser, vous faites le plan de la pièce et vous vous positionnez dans cette pièce. Allez faire ça à un robot. C'est vachement plus complexe. Et Kinect, ça va énormément nous aider parce que ça a une portée qui est quand même intéressante. Ça va jusqu'à 5-6 mètres, un truc comme ça. Donc on peut mapper très facilement des pièces avec Kinect. On a d'ailleurs des projets de Microsoft Research, comme le projet Kinect Fusion, par exemple, qui refont de la reconstitution d'environnement ou d'objets en 3D à partir de Kinect. Donc vraiment, pour tout ce qui est mesure, ce Kinect, c'est une révolution. Dernier point, c'est la partie squelette. Et évidemment, les robots, on les fait avant qu'ils nous asservissent, on les fabrique pour qu'ils nous servent. Donc il y a des interactions avec les humains. Et pareil, ça, il fallait le faire de façon visuelle. Il fallait détecter. Alors détecter un visage en 2D, ça va. Détecter des mains, ça commençait à être compliqué. Détecter des mouvements, ça devenait carrément difficile, surtout qu'on n'avait pas l'information 3D. Donc c'était vraiment un domaine difficile de la robotique. Et aujourd'hui, on a un SDK qui nous fournit de base, dès qu'il y a un squelette qui est reconnu, des informations en 3D sur toutes les articulations du corps. Du coup, ça devient extrêmement facile de faire des applications comme celle qu'on va voir aujourd'hui, qui est une application où en quelques lignes de code un peu intégrées dans Robotics Studio, on va faire un robot qui est capable de suivre un humain sans se cogner au mur. Alors, je propose qu'on groupe les démos sur la fin, plutôt, et qu'on passe à Robotics Developer Studio. Parce que pour l'instant, j'ai parlé que de Kinect, mais je n'ai pas parlé de comment
selon la philosophie Microsoft, on construit une application robotique. Donc pour construire une application robotique, on va utiliser un kit qui s'appelle Robotics Developer Studio. Robotics Developer Studio, il a été créé par Microsoft Research dans le but de répondre à toutes ces exigences qui sont des exigences que tous les développeurs de la robotique ont. La première chose, c'est ne pas trop lier le code de haut niveau au matériel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le code que j'ai écrit grâce à Robotics Studio et Kinect qui permet à ce robot de me suivre, si je le transfère sur un autre robot, à partir du moment où il est fait à peu près de la même manière, avec des roues, des capteurs de distance, etc., si c'est un robot plus petit ou au contraire quelque chose de beaucoup plus grand, je vais pouvoir réutiliser exactement le même code, alors que pourtant les moteurs ne seront pas forcément les mêmes, les encodeurs ne seront pas forcément les mêmes, etc. Parce que Robotics Studio va fournir une couche d'abstraction du matériel, où il va en fait normaliser toutes les communications entre le hardware et la couche logicielle, et ça va nous permettre de faire tourner le même code sur différents types de robots. La deuxième chose qu'on veut faire quand on est roboticien, c'est composer c'est avoir la possibilité en gros de découper son code sous forme de modules et d'être capable de configurer dynamiquement comment ces modules se parlent entre eux et éventuellement créer des applications qui se servent d'un ou plusieurs modules, et plus il y a de modules, plus l'application elle est intelligente. C'est ce qu'on va faire en découpant notre code sous forme de service. On reviendra plus tard sur la forme qu'a un service. On va vouloir évidemment pouvoir configurer à distance les éléments d'un robot, histoire de ne pas toujours avoir à brancher un câble sur le robot pour pouvoir lui faire autre chose. Et puis évidemment, on va vouloir pouvoir réutiliser les composants existants. Par exemple, quand on fait une gestion de la détection de collision ou de la détection d'humains avec Kinect, qui fournit par exemple une direction dans laquelle aller, et ce composant-là, je vais avoir envie de le faire indépendant du reste des composants du robot et indépendant du matériel. Donc je vais vouloir vraiment pouvoir réutiliser mon code d'une application à l'autre. D'où l'importance de la modularité, et Robotics Studio pousse la modularité d'une application robotique à l'extrême. Dernier point, et pas des moindres, Robotics Studio c'est aussi un environnement de simulation complet, donc en 3D, avec un moteur physique, qui est le moteur physique de chez AGA, pour ceux qui connaissent ou qui viennent un peu du monde du jeu vidéo. Donc c'est quand même un des lourds de l'industrie. Ce qui va nous permettre de faire tomber le robot dans les escaliers autant de fois qu'on veut. Parce que dans la vraie vie, au bout de 2 fois, ça commence à coûter cher. Donc voilà, Robotics Studio, ça veut répondre à toutes ces exigences-là, et vous allez voir que l'architecture, elle a été pensée avec ça en tête. Donc quand on part sur le principe de base de Robotics Developer Studio, on va avoir un runtime. Ce runtime, il va se brancher au-dessus de .NET. Ça veut dire deux choses. Une chose principalement, c'est que Robotics Studio tourne au-dessus de Windows. On n'embarque pas Robotics Studio dans un microcontrôleur. On avait la possibilité dans le passé, Robotics Studio maintenait une version pour le Compact Framework qui permettait de l'embarquer sur Windows Mobile et éventuellement sur du Windows CE. Aujourd'hui, il y a un petit décalage qui s'est créé entre le Compact Framework et les outils de développement, donc on a perdu cette compatibilité-là. C'est pas exclu que ça revienne, mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que Robotics Studio, ça tourne au-dessus de Windows et de .NET. Au-dessus, on va trouver un runtime ici qui va vraiment être le cœur de ce que fait Robotics Studio, qui s'appelle le Concurrency and Coordination Runtime, qui va gérer tout ce qui est primitif d'asynchronisme. Pourquoi ? Parce qu'on va essayer, pour que plein d'applications et plein d'événements tournent en parallèle et qu'on soit notifié le plus rapidement possible de tous ces événements, on va essayer de ne jamais faire du code qui soit bloquant. On va essayer d'être systématiquement en asynchrone et que tout ce qui se passe sur le robot ne soit qu'événements auxquels on s'abonne. Au-dessus de ça, on va brancher une couche qui va nous permettre de séparer le code sous forme de modules, sous forme de services. C'est ce qu'on appelle Decentralized Software Services. Decentralized Software Services, qu'est-ce que ça va apporter ? Ça va apporter un format pour notre code, des méthodes à écrire, etc. Ça va nous apporter la possibilité de faire des partenariats entre les différents modules. Ça va standardiser les communications entre les différents modules du robot. Ça va nous permettre de découvrir les différents modules qui sont chargés à un instant T. Ça va nous permettre éventuellement d'arrêter et de redémarrer dynamiquement ces modules. Ça peut être intéressant dans certaines applications robotiques, par exemple, où des robots doivent se passer de l'information ou se passer des tâches à faire. Imaginons que ce robot-là, il ait une défaillance technique. Imaginons le cas d'un robot aspirateur qui a une défaillance technique, il retourne à son dock, il sauvegarde l'état de ses services. Un robot fonctionnel va récupérer l'état de ses services et repartir de l'endroit où était le premier robot.
Donc ça nous apporte ça aussi des Centralized Software Services, une notion de découvrabilité et d'observabilité des services qui va faire que notre application robotique elle sera particulièrement bien découpée. Au-dessus de ça, on va fournir un certain nombre de services de base. Donc ces services, on va avoir sur la partie droite des services de référence, c'est-à-dire que Robotics Studio vient avec un certain nombre de services de support de différents types de capteurs, des capteurs à ultrasons, des capteurs infrarouges, Kinect évidemment. Ça va venir avec un certain nombre de services de pilotage et de cartes de pilotage de moteurs. S'il y a des roboticiens qui s'amusent avec des petits servomoteurs, vous avez peut-être touché à une carte qui s'appelle SSC32 par exemple, qui est supportée dans Robotics Studio. On va avoir tout ça, tout ce qui va nous permettre de s'interfacer avec le hardware, depuis le driver jusqu'à la couche .NET. Et en plus de ça, ce qu'on va fournir, c'est un certain nombre d'algorithmes et de services qui sont la base des applications robotiques et qui sont pourtant pas évidentes à faire. Par exemple, tout ce qui est transformation de données de l'ordinateur en voix, pour que l'ordinateur nous parle, et éventuellement tout ce qui est reconnaissance de la parole, pour qu'on puisse parler au robot, et que ce robot il comprenne ce qu'on dit. Donc tous ces services-là, ça va être inclus dans Robotics Studio. Il y a des services de détection de couleurs, de détection de visage, on a tout OpenCV qui est intégré on a Wrapper autour d'OpenCV intégré dans Robotics Studio. Donc voilà, vraiment fournir les algorithmes de base, qui sont des algorithmes issus de la recherche, et que le développeur d'applications robotiques va vouloir utiliser. Et au-dessus de ça, on va avoir notre application qui va être découpée en différents composants, qui vont être des services. On va avoir des composants d'orchestration pour savoir quel capteur on va récupérer à quel moment, quel moteur on va activer quand, etc. Des services de contrôle, par exemple, j'ai un service avec ce robot qui me permet d'avoir une interface graphique pour piloter le robot. J'ai également une manette de Xbox qui va me permettre de faire bouger le robot des fois que j'ai besoin de prendre un contrôle manuel dessus. Notre application, elle va tirer de parti évidemment des capteurs et des moteurs, donc on va avoir nos propres services branchés au-dessus des services de référence. Et tous ces blocs, ça va être sous forme de petits modules qui vont se parler entre eux de façon standard. Pour rentrer un petit peu plus concrètement dans chacun des blocs, le Concurrency and Coordination Runtime. Donc le Concurrency and Coordination Runtime, c'est des primitives d'asynchronisme qu'on peut utiliser même en dehors de Robotics Studio. Ça repose sur .NET. Ça fournit tout ce qu'il faut pour lancer des tâches en parallèle, empiler des tâches dans une liste de choses à accomplir, éventuellement lancer une tâche et dire rappelle-moi quand tu as fini de le faire, et ainsi de suite. En plus de ça, ce qu'on va fournir, c'est un certain nombre de primitives de composition des événements, notamment pour dire, par exemple, quand je reçois quelque chose, alors en fonction du contenu du message, je fais une tâche ou une autre, ou alors j'attends de recevoir 2 messages de 2 capteurs différents avant de déclencher une action, et ainsi de suite. On va avoir toutes ces primitives de synchronisation qui vont nous permettre de composer tout ce qui arrive en asynchrone. Concrètement, dans le code, on va donc parler de tuyaux, les ports et les portsets qui vont pouvoir recevoir des messages. On va parler d'un arbiteur qui fait exactement ce qu'il dit. C'est un arbitre, il va coordonner ce qui se passe sur le robot. Et on va avoir des dispatcher queues et des tasks qui sont des primitives très familières des gens qui font du code parallèle, qui vont être tout simplement les objets qui vont nous permettre de dire qu'est-ce qu'on veut exécuter sur quel processeur. Puisque, en l'occurrence, sur les PC, on va pouvoir créer des applications complexes dans lesquelles on va pouvoir dédier des microprocesseurs à certaines choses et mutualiser des processeurs pour d'autres choses, mutualiser les priorités des services, etc. Tout ça, c'est le job du dispatcher. Donc, vous voyez que là, on commence à rentrer quand même dans de l'architecture un petit peu velue. J'ai du code derrière pour montrer tout ça. Un port de base, ça va recevoir un message. Donc un message, ça peut avoir n'importe quel type. Ça peut être une classe très complexe avec un tas de champs, comme ça peut être un entier. Donc ici, on déclare un port qui récupère un entier. On peut poster un entier sur ce port. Et après, on peut aller vérifier qu'est-ce que ce port, combien d'items il y a dans le port et qu'est-ce qu'il y a dans ce port. Donc par exemple ici, et là, direct, on est dans la primitive de base, on est dans du code qui est pas trivial. On a donc un port, un dispatcher avec une file de tâches à exécuter. Et ce qu'on va dire, c'est que l'arbitre va activer dans cette file de tâches ce qui est décrit ici dans cette méthode anonyme, donc en l'occurrence juste écrire quelque chose, quand il reçoit sur le port un entier. Voilà. Donc, je vous avais prévenu.
la suite du code va piquer encore un petit peu plus, mais le principe étant, et vous commencez sûrement à distinguer la chose, c'est exactement ce qui va servir à nos modules pour communiquer entre eux. Si on fait un port set peut recevoir plusieurs types de messages, et en fonction de chacun de ces messages, déclencher une chose ou une autre. On continue. Voilà ce qui est pour gestion de l'asyncronisme. Donc on va envoyer des messages sur des ports. Dans Robotics Studio, les messages qu'on va envoyer, en l'occurrence ici j'ai un entier, une chaîne de caractères et un double. Dans Robotics Studio, on va s'échanger des messages qui sont beaucoup plus complexes, des classes avec différents types de données à l'intérieur. Par exemple, dans le service Kinect, on va recevoir dans les événements, à chaque fois que Kinect détecte un squelette, il va nous envoyer un message comme quoi il a détecté un squelette, et dans le message qu'on va recevoir à travers le port, il va nous dire le contenu, enfin les positions des différentes articulations du squelette. Decentralized Software Services, ça va nous permettre donc de répartir le code sous forme de modules et de standardiser les échanges, puisqu'en fait ce qu'on va faire, c'est que Robotics Studio n'est pas, on peut faire tourner des applications distribuées avec Robotics Studio. Pour vous donner un exemple d'application distribuée, Siemens, alors c'est toujours un peu les mêmes exemples qu'on ressort, mais ils sont relativement parlants. Siemens utilise Robotics Studio dans ses algorithmes dans ses centres de tri postaux de tri postal. C'est le tri postal et c'est les centres. Dans les centres de tri postal, j'ai un doute. Bon, là-bas, pour en gros faire tourner une partie du code sur les machines qui font défiler les lettres à toute vitesse et une partie du code sur des gros serveurs qui font de la reconnaissance de caractères, etc. Tout ça, c'est la même application qui est distribuée. Un autre exemple d'application hyper distribuée, bon, ils sont un petit peu en perte de vitesse, mais il y avait quand même pas mal de transactions. C'était MySpace qui utilisait Robotics Studio dans son back-end pour distribuer en fait tous les flux des utilisateurs qui arrivent. C'est un peu comme Facebook en fait maintenant, quand on poste un message, c'est envoyé vers tous nos amis, et quand nos amis postent un message, c'est envoyé vers nous et vers tous leurs amis. Donc il y a plein d'échanges très compliqués et d'algorithmes très compliqués pour répartir ces messages de façon optimale. Ils utilisaient Robotics Studio pour faire ça. Bref, donc tiens, c'est marrant, j'ai avancé. D'accord, ok. Bon. Il y a une slide qui s'était perdue au milieu. Donc ça, c'est un exemple de primitive A5. Donc on est retourné dans CCR, en fait. Je suis désolé. Là, on est retourné dans CCR. C'est juste pour montrer, en gros, comment on fait un choix en fonction d'un message qui peut arriver. Donc ici, c'est l'arbitre qui décrète qu'en fonction de ce qu'on a dans le message, on va envoyer une réponse. En fait, ce qu'on reçoit, c'est soit une réponse j'ai réussi à faire quelque chose ou j'ai pas réussi à faire quelque chose. Et en fonction de ce qu'on reçoit, si c'est un truc de type succès, on va aller dans cette lambda. Si c'est un truc de type échec, on va aller dans cette lambda. Un truc qui est peut-être un petit peu plus parlant, c'est le join, où en gros on va spécifier qu'il y a un premier port qui va attendre également un deuxième port avant d'exécuter le code, un événement sur un deuxième port avant d'exécuter le code qui est là. Désolé, je m'étais un peu embrouillé dans les slides. Et donc du coup, quand on va poster un événement, quand on poste la première fois le double qui est là, il ne se passe rien. Et au moment où on poste le double qui est là, il se passe quelque chose. Et donc après, dans les architectures distribuées, forcément, c'est vachement utile de pouvoir synchroniser l'arrivée des messages. Donc là, on y est pour de vrai sur DSS. Problématique de DSS, donc répartir l'application sous forme de service. L'idée, ça va être de rendre le robot robuste, pas dans le sens physiquement, mais qu'en gros, si par hasard un module a un problème, les autres modules ne doivent pas être impactés. C'est pas parce que ma détection de collision est plus active que mon suivi de squelette avec Kinect ne doit plus marcher. On va avoir la notion d'observabilité dans le sens où à un instant T, le robot il aura toujours un état défini. Il n'y a pas un moment où on ne sait pas ce qu'il fait. Ce qui fait que cet état, je le prends, je le copie sur un autre robot, je peux reprendre à l'état où on en était. Et la composabilité, c'est l'idée après de pouvoir composer les différents composants du robot, voire les différents robots ensemble dans une espèce de de grande application. Donc, quand on va créer un service dans Robotics Studio, on va commencer par créer, on va avoir 3 fichiers. Un fichier qui s'appelle le nom de votre service .c# dans lequel vous allez mettre le code, dans lequel vous allez avoir par exemple les handlers
des différents messages qui vous arrivent, en fonction de quel message je fais telle ou telle chose. On va avoir tous les types de données qu'on va définir qui vont servir à échanger les données entre les services. Et puis on va avoir un manifeste qui va nous permettre de décrire en XML et de façon sémantique, en gros, qu'est-ce que fait le service et avec quel autre service il doit se lier. Ce qui fait qu'après, en gros, quand je vais vouloir composer une application robotique formée de services, je vais juste avoir un fichier manifeste à éditer, dans lequel je dis je veux celui-là, 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 celui-là se lance avec celui-là en partenariat, et ainsi de suite, et je vais pouvoir décrire mon application sans forcément avoir à coder cette application, je vais juste avoir à décrire les différents modules que je veux utiliser. Un service a par ailleurs un contrat qui l'identifie de façon unique, un état qui est toujours défini puisqu'on a cette notion d'observabilité qui est extrêmement importante, et éventuellement des partenaires. Typiquement, là quand je fais un service qui me permet de suivre un humain, je suis évidemment en partenariat avec le service qui s'occupe de la gestion de Kinect. Un service va avoir un ou plusieurs ports de communication sur lesquels il va recevoir des messages, et en fonction de ces messages, il va faire quelque chose et mettre à jour son état. Quand son état change, il va envoyer des notifications sous forme de messages à tous les services qui sont ses partenaires. Est-ce que ça va ? Ça, c'est le oui qui veut dire non. Non, bon, on peut faire une petite session de questions-réponses à ce stade-là déjà. Si vous avez une notion sur laquelle vous voulez qu'on revienne dans Robotics Studio, c'est important parce que derrière, toute l'application Kinect que je vais vous montrer, elle est basée sur cette architecture-là. Est-ce qu'il y a une partie de Robotics Studio qui vous paraît bizarre ou que vous n'avez pas forcément encore bien perçue? J'ai un petit peu de code derrière pour vous montrer éventuellement. Ça va ? J'ai mis 3 ans à comprendre Robotics Studio. Je ne m'attends pas à ce que vous maîtrisiez tout en 1 heure. Il ne faut pas avoir... Ok, bon, d'accord, je continue. Donc, l'état du service, ça va être une classe de ce type-là. Donc ici, vous voyez qu'on a dans l'état de mon service une simple chaîne de caractères. On pourrait avoir beaucoup plus de choses. Par exemple, tous les joints, toutes la position en 3D des articulations de notre utilisateur. Vous voyez que ce service, il est décoré avec des attributs, puisqu'en fait, on va sérialiser tous les messages que les services s'échangent, de façon à pouvoir se les échanger soit en local, alors là il n'y aurait pas forcément besoin de sérialisation, mais éventuellement à travers le réseau. Une expérience qu'on a fait qui était assez intéressante pour un salon de robotique l'an dernier, c'était mettre Robotics Studio, une instance de Robotics Studio directement dans Azure. Et donc on était capable de faire tourner un service sur un robot, et si besoin, déporter le service sur Azure, par exemple si on avait une connexion pour avoir plus de puissance, parce que la carte sur le robot elle n'était pas très puissante. On peut faire des choses comme ça avec Robotics Studio. Les opérations, donc ça va être les messages que le robot va pouvoir recevoir que le service va pouvoir recevoir pour éventuellement faire évoluer son comportement. Donc ici, vous voyez qu'on a un port set qui reçoit un certain nombre de messages par défaut. Donc lookup qui permet de répondre à une requête de quelqu'un qui demande hey, qu'est-ce qu'il y a comme services qui sont démarrés. Drop qui dit en gros arrête-toi. Get qui va demander donne-moi ton état, dans quel état es-tu. Et donc on va retourner la classe qu'on a vue avant. HTTP GET pour le retourner en HTTP, puisqu'en plus de cette communication qui va ressembler à du XML, qui s'appelle du DSSP, on va avoir la possibilité de s'interfacer avec Robotics Studio en HTTP, ce qui fait que mon robot, et je vais vous le montrer, je démarre un navigateur et je vois tous les services qui tournent, et je peux interroger tous les services qui tournent directement depuis un navigateur web. Et Replace, ça va tout simplement être coller un état sur un service qui vient de démarrer, par exemple. Ce qui me permet de reprendre là où j'en étais, par exemple, avec un autre service. Au fur et à mesure qu'on va développer des fonctionnalités, on va rajouter des messages à cet endroit-là, en fonction des messages qu'on peut recevoir. Ensuite, ces messages, il va falloir les traiter. Et donc, quand on va vouloir traiter ces messages, on va avoir un handler qui est de ce type-là. Donc, qui va nous permettre, vous voyez, alors, quand je dis c'est du C# avancé, cette instruction-là n'est pas souvent utilisée quand on a l'habitude d'utiliser du code. Yield est une instruction qui permet de faire une pause à un certain moment ou d'attendre éventuellement quelque chose, de renvoyer quelque chose et de revenir à l'endroit suivant du code quand cette tâche elle est finie. À l'échelle de Robotics Studio, ça veut dire que je vais pouvoir écrire mon code d'une seule traite avec des yields au milieu. Et en gros, à chaque fois que je fais un yield, c'est que j'attends quelque chose ou quoi, et je reprendrai ce code-là à un autre moment. Et je vais pouvoir du coup empiler un certain nombre de tâches à faire, mais les écrire les unes à la suite des autres,
et elles se feront au moment où elles arriveront. Ça m'évite de bloquer en attendant qu'il se passe quelque chose. Vous voyez aussi un attribut sur ce handler. C'est un attribut qui est extrêmement important, qui dit en gros, est-ce que ce handler peut s'exécuter en même temps que d'autres handlers du service? C'est-à-dire en gros, si je reçois plusieurs messages et que j'ai plusieurs processeurs libres, est-ce que je peux les traiter en parallèle? Ou est-ce que c'est un handler qui va modifier l'état de mon service, et auquel cas, si on modifie l'état du service, on a peut-être envie qu'il n'y ait que ce handler qui tourne à un instant T, et auquel cas, au lieu de mettre behavior.concurrent, on va mettre behavior.exclusive, et à ce moment-là, on est sûr que seul ce bout de code-là tournera à un instant T. Oui? Ça va nous permettre d'itérer à travers les différentes tâches qu'on a à faire. Le yield return, vous attendez qu'on retourne quelque chose, le break, il s'arrête là, et il reprend après dans la suite. Donc quand il y a un yield break à la fin, c'est comme un return dans une fonction normale. Ici, en gros, le code étant simplifié à l'extrême, je pourrais écrire un void et virer cette instruction-là. Oui. Oui, alors derrière Robotics Studio, il y a un grand malade d'architecture, une vraie tronche, comme on dit chez nous, qui est un mec qui est très très fort, donc qui maîtrise parfaitement toutes ces notions. C'est aussi pour ça que j'ai commencé la session en disant Robotics Studio c'est compliqué. C'est parce que pour arriver à bien maîtriser le flux d'exécution de Robotics Studio, les trucs qui partent en parallèle, les trucs qui arrivent en asynchrone, etc., c'est un petit peu compliqué. Mais effectivement, ça c'est une notation que vous pourriez utiliser ailleurs, hein, dans n'importe quelle application asynchrone, même si elle n'est pas robotique, mais c'est typiquement du code qu'on va retrouver partout dans Robotics Studio. Ça va faire un petit peu plus de sens quand on va arriver dans l'application et que vous verrez comment les différents événements déclenchent des choses. Quand on a un partenariat, on va vouloir s'abonner, par exemple quand je veux suivre quelqu'un, je vais m'abonner au message de Kinect, et donc il faut que le service Kinect soit capable de savoir qui s'est abonné à lui. Donc pour ça, on a évidemment un type de message qui s'appelle subscribe, qui arrive sur mon port, qui a un handler associé, et dans ce handler, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir appeler un petit helper, heureusement le code il est fait pour vous, qui enregistre que tel service veut recevoir nos notifications, et ce qui fait qu'après, quand on va vouloir notifier tous les partenaires d'un coup par exemple ici qu'une nouvelle image est disponible, eh bien on va utiliser l'API Send Notification, et automatiquement tous les services qui sont en train de nous observer vont recevoir le message, mais ceux qui ne sont pas abonnés à nos messages, ils ne vont pas les recevoir. Et pour souscrire, on va utiliser l'API du milieu, là, où en gros on va dire qu'on va envoyer sur le port, sur ClockPort, un message, et qu'on veut recevoir les messages du service auquel on s'abonne sur le port qui s'appelle ClockNotify. Du coup, comme ça, on a un message pour les notifications et un message pour ce qu'on envoie. Un port pour les notifications et un port pour ce qu'on envoie. Si je commence à me planter dans le vocabulaire, ça va être infernal. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut faire. Donc vous voyez, avant de passer à la slide suivante, toutes ces notions que je viens d'introduire extrêmement rapidement, j'en suis conscient, je pourrais parfaitement comprendre que vous soyez un petit peu en train d'essayer de surnager dans cette avalanche de code et de notions. Ça va nous permettre d'avoir des applications qui sont extrêmement distribuées, complètement asynchrones, et qui vont nous permettre de composer très simplement la façon dont les modules interagissent entre eux. Si au final vous n'avez rien compris au code, mais que vous avez retenu ça, vous avez compris à quoi sert Robotics Studio. Oui. Les événements sont datés et où se situe la master clock? Les événements sont datés et c'est utilise l'horloge du système, ce qui fait qu'après vous allez potentiellement avoir tous les services utilisent l'horloge du système, la même horloge. Après, d'un système à un autre, il faudra s'assurer qu'ils soient synchronisés entre eux. Ça, c'est un problème autrement plus compliqué, dépendant de la façon dont vos systèmes y sont reliés. Mais le principe, c'est qu'il n'y a pas, aussi de... Comment dire? Il n'y a pas d'horloge au sens synchrone du terme, c'est-à-dire il n'y a pas un tic qui à chaque fois qu'il tombe, va déclencher une action.
Je ne sais pas si c'était ça avait peut-être trait à ça aussi votre question. Il y a des alors voilà. Je m'attendais à ce cadre-là. Effectivement, dans un aspect temps réel, on a une cloque systématique qui fait qu'en gros, on est capable d'être déterministe sur le temps de réponse qu'on va avoir, le temps de changement de contexte d'un thread à un autre, etc. Donc ça, c'est un aspect qui n'est pas du tout traité dans Robotics Studio. Il faut être très clair sur le sujet. Robotics Studio, ça tourne au-dessus de .NET. .NET, il y a un garbage collector qui n'est pas déterministe. Donc Robotics Studio ne peut pas être temps réel. Donc on ne va pas pouvoir faire du pilotage. Et c'est vrai que c'est un peu troublant quand on dit robotique et pas temps réel en même temps. On ne va pas faire on voit la robotique comme une application de haut niveau et le temps réel comme une fonctionnalité de bas niveau. Donc quand on développe un robot avec Robotics Studio et qu'on a besoin de composants de temps réel, en général ce qu'on fait c'est qu'on offload les composants de temps réel sur un automate et que cet automate en fait derrière il va disposer d'une certaine autonomie et exposer ce qu'il fait à un service et on va se brancher au-dessus de ça. Mais c'est vraiment fait pour faire de l'application de haut niveau, on n'est pas du tout dans le cadre de microcontrôleurs et de traitement temps réel de l'information comme on peut l'avoir sur des pendules inversées ou des choses comme ça, quoi. Maintenant, je vous ai parlé des fonctionnalités de Kinect, je vous ai parlé également des fonctionnalités de Robotics Studio. On va voir comment les deux s'interfacent. Évidemment, Kinect, ça va être un service qui est fourni dans Robotics Studio, puisque dans Robotics Studio, tout est service. Et donc, c'est un service qui va nous poster différents types de messages. Donc, on va avoir des messages pour les frames vidéo qui tombent. On va avoir des messages pour les frames de profondeur. Et on va avoir des messages pour les frames qui contiennent les informations sur les squelettes. On va également avoir un service simulé de Kinect qui nous permet d'utiliser un faux Kinect dans cet environnement 3D qui reproduit les lois de la physique dont je vous parlais. Ce service simulé en l'état actuel des choses ne supporte que les frames vidéo et de profondeur. C'est-à-dire qu'on est capable, on a dans notre monde 3D une petite caméra et on est capable de faire tourner un algo qui simule le fait qu'un Kinect mesure la profondeur dans mon environnement simulé. En revanche, on n'a pas de détection de squelette. Ça ne doit pas être impossible à faire, vu qu'il suffit de reprendre le SDK, l'intégrer, et puis avoir après des modèles 3D d'humains à la bonne taille. Sauf qu'en l'occurrence, dans notre système de simulation, nous n'avons pas de modèle humain. On a des modèles de chaises, de tables, d'appartements, on a des environnements martiens, des environnements de ville, etc., avec des voitures, des feux rouges, des trucs comme ça. Mais on n'a pas, à ma connaissance, de modèle de squelette humain et de possibilité d'animer des squelettes humains. Du coup, la détection de squelette fait aussi peu de sens dans l'environnement simulé. C'est pas exclu que ça soit quelque chose qu'on ait dans le futur, ceci dit. Donc, on va voir l'utilisation des services Kinect dans Robotics Studio et comment on fait une application robotique avec Kinect dans le cadre d'un robot qui va être un robot porteur. Donc, en l'occurrence, on va faire ça à Eddy. L'idée, c'est quoi ? C'est que ce robot va nous aider. Alors, en l'occurrence, lui, il va porter des charges, on va dire, mi-lourdes. On peut pas mettre 200 kg dessus. Mais c'est quand même un cas, particulièrement dans le monde des services à la personne, qui est un cas très recherché, qui est l'idée de comment on fait pour déporter le port de choses. Ouais, d'accord. Comment on fait pour faire porter des trucs à un robot qui suive un utilisateur qui est par exemple plus en mesure de soulever une certaine charge. Et donc, le principe, c'est qu'on va devoir identifier un utilisateur, identifier que cet utilisateur a envie qu'on le suive, le suivre tant qu'on le voit, évidemment, et en essayant, s'il croise des gens, continuer à suivre l'utilisateur sans forcément se mettre à se tourner et suivre l'autre personne qui croise. Donc, il y a plein de trucs à penser, finalement, quand on utilise du suivi de squelette avec Kinect. Et on va essayer aussi de ne pas se cogner contre les murs. Après, ça fait des traces noires sur les plaintes, c'est pas joli. Il faut toujours prévoir qu'est-ce qui va se passer quand un robot va foirer. Ça, c'est un des grands problèmes de la robotique. Enfin, tout le monde attend Terminator à le moment où les robots nous asserviront. Je suis pas pressé. Il faut savoir que le premier meurtre d'un humain par un robot, c'était 1978 ou 79. C'était un bras robot dans une usine qui est parti en cacahuète et qui a éclaté le crâne de son opérateur. Donc, quand vous faites une application robotique,
faut rappeler, toujours prévoir le moment où ça foire pour éviter un drame. Donc en cas d'échec, en l'occurrence, on va éviter le drame, on va juste faire que le robot parle, il nous dise « Hey, je suis perdu, je ne te vois plus, peux-tu revenir dans mon champ de vision ?» Donc pour ça, je vais vous montrer un petit peu les différents services qu'on va avoir dans ce robot. On part déjà avec les librairies du base, qui sont le SDK Kinect et un truc qui s'appelle la Toolbox Kinect, qui est fait par un collègue qui s'appelle David Catu. Cette toolbox va nous permettre quoi? Elle va nous permettre de reconnaître des gestes et des postures. Posture, ça veut dire une certaine position qu'on adopte. Cette posture, c'est tout simplement ce qui va nous permettre de déclencher le suivi ou pas. En gros, on va pouvoir faire coucou au robot, et à ce moment-là, le robot sait que c'est nous qui doit suivre, et nous seulement. Et après, on va pouvoir croiser d'autres gens, et il ne s'amusera pas à suivre ces autres gens-là. Donc ça, c'est la toolbox de base. Par-dessus, on va mettre des services. Donc notamment le service Kinect qui va s'intégrer avec le SDK.NET classique. On va également rajouter des services pour tout ce qui est piloté, enfin récupérer les informations des capteurs qui sont montés sur le robot et également piloter le train roulant du robot. Donc c'est un train roulant, ce qu'on appelle un train roulant différentiel. Il y a une roue de chaque côté, il y a deux moteurs tête bêche et en gros en fonction de comment on fait tourner les roues, ça avance, ça fait une courbe ou alors ça tourne sur lui-même. Donc ça s'appelle un train roulant différentiel. Vous voyez qu'ici, un point important, c'est que ce service-là, il est générique. C'est-à-dire que derrière, je vais lui dire, je m'adresse de façon générique à un service. En gros, je vais pouvoir envoyer une puissance sur chaque roue entre -1 et 1. Et après, moins 1.0 et 1.0. Donc ça va être comme un pourcentage de puissance. Et après, c'est le driver qui est en dessous. On va dire à ce service générique, pour l'utilisation qu'on a là, tu te branches sur le driver de ce robot-là. Et si je voulais changer de robot, j'aurais juste à changer le driver sur lequel il s'interface et pas du tout mon code qu'il y a au-dessus. D'accord ? C'est pour ça que c'est important d'être réparti sous forme de service. Ensuite, on va avoir un service qui est une interface graphique qui va nous afficher sur l'écran du PC qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce robot. On va avoir un service de détection de gestes qui est à la fois branché sur la toolbox et sur le service Kinect. Pourquoi ? Le service Kinect pour récupérer les frames de squelettes, en gros les squelettes que Kinect détecte, et la toolbox pour détecter quel geste fait ce squelette. Et évidemment, on va remonter ça à l'interface graphique. On va avoir un service de suivi, du coup, qui va nous permettre de piloter les roues en fonction de où est le squelette. On va avoir un service d'anti-collision basique. En gros, le service, c'est dès que j'arrive à moins de 20 cm du robot, le robot recule. On n'a pas fait plus compliqué que ça pour l'instant. Qui est donc branché à la fois à l'interface graphique pour nous dire, au capteur pour nous montrer ce qu'il voit, au capteur pour mesurer, et au follower, puisque ce service de collision, il faut qu'il signale au service de suivi qu'il se passe quelque chose et qu'il est en train d'éviter une collision. Sinon, il y aura une espèce de conflit entre le moment où il y aura une espèce de conflit. Si lui voulait parler au générique différentiel au train roulant et lui voulait parler au train roulant en même temps, le train roulant il recevrait des ordres n'importe comment. Donc là, du coup, le principe c'est que le service de collision il parle au follower et que le follower c'est le seul qui parle au train roulant. Et en plus, on s'est rajouté 2 petits services qui sont inclus dans Robotics Studio et qui permettent en 3 lignes de code de rajouter des fonctionnalités. En l'occurrence, le premier, c'est ce qui va me permettre de piloter le robot avec la manette de Xbox. C'est le gros bouton rouge dont on parlait dans la session de ce matin pour ceux qui étaient sur la robotique. Ce qui va me permettre, quand je vois que le suivi n'est pas forcément super fiable, parce qu'après tout, c'est qu'un proto, d'appuyer sur un bouton et de repasser en mode manuel. Parce qu'on n'a pas l'air malin à courir derrière un robot dans un open space. Je vous le dis. Déjà, on a l'air bizarre quand on a cette espèce d'engin au milieu de tous les gens de Microsoft qui sont tous avec PowerPoint, Excel, machin, en train de faire leurs chiffres. Des fois, il y en a qui codent un peu, et toi, tu arrives avec ce machin-là, tu as l'air un peu bizarre. Alors, si en plus, tu es en train de courir derrière, voilà. Et un autre service qui est fourni de base, c'est le service qui s'appelle Text-to-Speech. Text-to-Speech, ça dit ce que ça fait, tout simplement. Donc, ça va nous permettre de rajouter une voix au robot. Et ça, c'est typiquement un des gros avantages de Robotics Studio, c'est qu'en 4 lignes de code, on a intégré le service de text-to-speech. J'ai une méthode à appeler pour lui faire dire quelque chose, et ça se passe très bien. Voilà tous les services qu'on va retrouver. Donc vous voyez qu'une application robotique, c'est finalement une composition de tous ces petits modules de base. Et ce que je propose, c'est qu'on passe à la partie code, et pour vous montrer comment c'est intégré directement dans Visual Studio. Alors, je vais passer
par là dans un premier temps. Switcher sur le banc titre. Pardon, le romain c'est le 1. Voilà. Alors je suis désolé, on est dans la résolution du projecteur, donc on ne voit pas forcément beaucoup de code d'un coup. On va commencer par regarder notre solution. Notre solution, vous voyez que j'ai groupé les différents services dans différents projets. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais lier les projets entre eux, évidemment, pour qu'ils puissent interroger les services. Mais en tant que tel, chaque service va nous générer une DLL qui va être indépendante au niveau du code des autres. Du coup, si un jour j'ai envie de réutiliser mon anti-collision ou mon service de détection de geste dans un robot complètement différent, je peux. Ensuite, ici, hop là, on va fermer ça. Ici, on a notre service d'interface graphique. Alors, notre service d'interface graphique, ici, on peut... Alors, j'ai pas installé, je suis pas sûr d'avoir installé Zoomit sur ce PC. Ici, ce qu'on voit à cet endroit-là, c'est qu'on a à la fois un contrôle en XAML. Ça va dans le fond, vous voyez à peu près ? Ok. On a ici notre contrôle XAML qui va être notre fenêtre, mais on a également le service en lui-même qui est là. Donc ça, c'est le code Robotics Studio. Et le code Robotics Studio va instancier un contrôle. Et ici, on a les types de données qu'on va manipuler avec le service. Je vous montre l'interface graphique rapidement. Alors, avec cette résolution, c'est pas la joie. Hop. C'est où qu'on dézoome ? Voilà. Ici, donc, on va avoir cette interface qui va s'afficher sur l'écran. Donc, je suis désolé, je suis développeur, je ne suis pas designer. Donc, c'est moche. On va avoir au milieu une image qui va nous montrer éventuellement les utilisateurs qu'on détecte. On a sur la partie gauche tout ce qui nous permet de contrôler l'exécution de Kinect. Est-ce qu'on veut afficher de la vidéo? Est-ce qu'on veut afficher de la profondeur? Est-ce qu'on va afficher le squelette? On va avoir éventuellement les différents paramètres de correction de la détection de squelette de Kinect. Le nombre de frames par seconde auquel on tourne. Ici, on va avoir encore un peu plus d'informations, un petit peu en dessous. Et puis là, vous voyez, en fait, sur la partie droite, on a l'état, une représentation graphique de l'état des différents services. Donc, chacun des différents services va pouvoir poster des messages à mon service d'interface graphique. Et ce service d'interface graphique, quand il va recevoir ces messages, il va pouvoir après dire à l'interface graphique, affiche-moi le statut de tel service à tel endroit. Donc, en haut, on a le service de détection de posture. Ici, ensuite, on a le service qui nous permet, avec les boutons Start et Stop, de démarrer ou d'arrêter le suivi manuellement. Démarrer ou arrêter manuellement la détection de collision. Et ici, on a deux petits sliders qui vont nous permettre de voir l'état des moteurs. Et en dessous, quatre petits... il devrait y en avoir 5. Ah voilà. 5 petits carrés qui vont nous dire en gros l'état des 5 capteurs que j'ai devant, qui sont les capteurs de détection de collision, ce qui fait que je vois ce qui se passe dans le robot. Comment ça se passe quand on reçoit ces messages? Je vais vous montrer. Hop. Donc on va aller dans le code du service en lui-même. Alors, ici vous voyez, je vous ai dit qu'on pouvait le faire en XML. On peut aussi déclarer directement dans du code les différents partenaires qu'on a. Donc on voit ici qu'on est l'interface graphique est en partenariat avec le service Kinect pour afficher les frames, avec le service de détection de geste, le service de suivi pour indiquer pour indiquer l'état du service de suivi, le service d'anti-collision, et ici tout ce qui est train roulant pour pouvoir vérifier et éventuellement afficher l'état du train roulant. Le gamepad pour passer en mode manuel, puisqu'en fait, ce que je considère, c'est que la manette de Xbox remplace l'interface graphique. Donc c'est au niveau de l'interface graphique que je gère le lien avec la manette de Xbox et le text-to-speech. À chaque fois, on se retrouve avec deux ports de communication. Un port qui s'occupe de poster des messages vers le partenaire et éventuellement recevoir les messages j'ai réussi ou je n'ai pas réussi, et un port de notification qui va nous permettre de recevoir ce que fait le service partenaire. Vous voyez ici par exemple avec le text-to-speech qu'on n'a pas de port de notification parce que le service de text-to-speech on va lui pousser des messages mais on ne va rien recevoir en échange. Ensuite,
quand on descend, ici, on a la description des différentes méthodes qu'on va pouvoir lancer en fonction des différents types de messages qu'on reçoit sur notre service d'interface graphique. Par exemple, on a un message, on peut prendre cet exemple-là, qui s'appelle Lost Leader. Lost Leader, ça veut dire qu'on a perdu l'utilisateur qu'on était censé suivre. Et donc, il faut se signaler. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, quand on a Lost Leader, il est là, quand on reçoit ce type de message-là, alors, quand on reçoit ce type de message-là sur ce port de notification-là, on va utiliser ce handler-là. Sachant que le trou qui est là, c'est juste pour dire que ce handler, il est persistant, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a reçu ce message, on continue à écouter pour savoir si on en reçoit d'autres. Parce que sinon, on peut dire qu'une fois qu'on a reçu un message, on s'arrête d'écouter. Si on va dans le code qui est là, voilà, il est là. Qu'est-ce qu'on voit? On voit deux choses. Premièrement, on voit qu'on va appeler, on va aller appeler en gros le dispatcher pour signaler sur l'interface graphique qu'on a perdu le leader, notre utilisateur. Donc derrière cette petite méthode là qui s'appelle signal leader loss, il y a tout simplement un truc qui va changer l'état d'une textbox et qui va s'afficher en rouge, histoire qu'on le voit sur l'interface graphique. Et ici, on a cette API qui s'appelle Say. Et Say, qu'est-ce que ça fait? Ça va tout simplement envoyer un message au service text-to-speech avec la méthode sayText. Donc ça, c'est un truc qui est fourni de base dans Robotics Studio. On envoie un message au service text-to-speech en disant sayText avec le speech qu'on a passé en paramètre et automatiquement, ça va prononcer ce texte-là. Donc on était dans le Lost Leader. En l'occurrence, le texte qu'on envoie, hop là, c'est Wait, I'm lost. Voilà. Donc voilà, typiquement comment on va coder une application robotique. On s'abonne à des événements. Quand ces événements arrivent, on fait quelque chose. Et éventuellement, on se change notre état, etc. Ici, aussi un autre truc qu'on peut regarder, c'est comment on s'interface avec Kinect. Et on s'interface avec Kinect. Ici, on a une boucle qui va demander en permanence à Kinect de nous fournir des informations. En l'occurrence, en fonction des cases qu'on a cochées dans l'interface graphique, on va savoir si on doit avoir la frame de profondeur, la frame vidéo et la frame avec les squelettes. Et en fonction de ça, on va pouvoir passer les frames à l'interface graphique ou à différents traitements. Ici, dans l'application qu'on a, on va passer que la frame de profondeur, puisque la frame de profondeur, elle contient à la fois l'information de profondeur et l'information sur l'utilisateur qu'on voit, qui nous permet de colorier un utilisateur dans la fenêtre. C'est ce qu'on appelle le player index. Comme on modifie la couleur pour détecter les utilisateurs. Et donc ici, Update UI, c'est tout simplement quand on va passer la frame qu'on a reçue, on va lui dire à l'interface graphique de se mettre à jour. On passe à travers un frame processor tout simplement parce que ça va nous permettre de faire une petite routine en code natif qui nous permet d'avoir une interface qui fonctionne à un certain rythme en termes de frames par seconde. On ne va pas se recréer un bitmap source à chaque fois, etc. Tous ceux qui ont déjà essayé de brancher une webcam ou un truc comme ça sur WPF, ils savent qu'à créer de la bitmap source en permanence, on finit par s'étouffer. Voilà ce qu'on fait, le type de truc qu'on fait sur l'interface graphique. Ce qu'on fait sur la partie follower, ici, c'est tout simplement s'abonner non pas à la frame de profondeur, mais bien à la frame qui reçoit les squelettes. Et quand on reçoit cette frame qui fait des squelettes, on va calculer la position. Vous voyez, hop, include depth false, include video false, include skeleton true. Quand on reçoit les frames, on les colle là-dedans. Et après, on va aller faire le traitement ici des différentes frames qu'on reçoit. En l'occurrence, on va commencer par regarder
Ça va faire un bruit bizarre si je me cogne là-dedans. La première ligne de code va nous permettre de détecter que parmi les squelettes qu'on a dans l'image, on a bien l'identifiant unique du squelette qu'on a commencé à suivre, puisqu'on ne veut pas suivre n'importe qui. Ensuite, si on continue à avoir notre squelette qui est traqué, on va le récupérer. Donc il n'y en a forcément qu'un ici, puisqu'on sélectionne par ID et que c'est unique. On va mettre à jour la dernière position connue du leader. C'est intéressant de la connaître, la dernière position connue, parce qu'après, quand on veut coder des comportements un peu plus complexes, on peut se dire que le robot continue d'avancer pendant un certain temps jusqu'à la dernière position connue avant de s'arrêter. Des fois que l'utilisateur il est tourné dans un angle, par exemple, et qu'on l'ait perdu de vue, pour essayer de faire un algo intelligent pour essayer de retrouver cet utilisateur. Là, en l'occurrence, on ne le fait pas. Et à cet endroit-là, si on n'a plus de squelette qui correspondent au tracking ID qu'on était en train de suivre, c'est vraisemblablement qu'on l'a perdu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, tout simplement, on envoie une notification de type Lost Leader. Et vous vous souvenez, comme on s'est abonné à l'interface, à cet événement-là dans l'interface graphique, ça va être affiché et ça va être dit. On a également dans ce squelette un petit timer qui va tourner régulièrement. Alors, ce timer va tourner 5 fois par seconde, je crois, de la façon dont je l'ai paramétré. Parce que ce qu'on veut faire, c'est qu'on ne veut pas prendre une action à chaque fois qu'on reçoit une frame. Parce qu'elles arrivent dans un ordre qui n'est pas forcément... comment dire ? Le frame rate des frames de squelette n'est pas forcément stable. Du coup, comme on veut stabiliser la prise de décision sur le fait qu'on avance ou qu'on tourne, etc., eh bien on prend notre prise de décision à un intervalle régulier. Donc on a des ports qui s'appellent des timeout ports qui permettent de faire comme des timers, mais à la sauce Robotics Studio. Et donc après, on a un bon gros enchaînement de if. C'est pas de l'intelligence artificielle. Si j'en avais un peu de la vraie, j'aurais sûrement fait un truc plus fun. Mais là, en gros, on va juste avoir on va commencer par vérifier le statut du service. Éventuellement, si on est perdu, arrêter les moteurs. Si on est en train d'éviter, reculer. Si on a reçu une notification de collision, on va reculer, puisque c'est le follower qui fait également le pilotage du train roulant. Et sinon, en fonction de là où est l'utilisateur, on va appliquer différentes puissances à la roue droite et à la roue gauche. Alors vous voyez que c'est des multiplications, ce qui fait que la puissance elle augmente progressivement. Et ça nous fait une petite rampe. Alors c'est une notion très basique de rampe, mais ça fait qu'il ne s'arrête pas et il ne démarre pas d'un coup. Il commence à une petite puissance et il accélère progressivement. Et donc voilà, toutes les 200 millisecondes, en gros, on va faire tourner cette boucle en fonction de la dernière position de l'utilisateur, à condition qu'on ne soit pas perdu, à condition qu'on ne soit pas en train d'éviter quelqu'un. Hop là. Alors, juste un petit passage à cet endroit-là. Dans les types, on a déjà parlé des services. Donc vous voyez, le contrat d'un service va nous permettre de stocker un identifiant unique qui est sous la forme d'une URI. Cette URI, elle doit être unique pour chaque service, ce qui nous permet de les différencier et d'avoir une URL pour chacun des services. Vous voyez qu'ici, on a un état, donc notamment le statut, est-ce que je suis perdu, est-ce que je suis en train de suivre, est-ce que je suis arrêté, etc. L'ID du squelette qu'on est en train de suivre, la puissance sur chacune des roues qu'on veut imprimer, sachant qu'après, à la fin de la méthode MakeDecision, on imprime systématiquement cette puissance-là. Et la dernière position du leader. Vous allez voir par ailleurs, si on descend dans les opérations qu'on supporte, vous vous souvenez, c'est les messages qu'on peut nous envoyer. Ici, en plus des opérations classiques, on a ici, hop là, pardon. Voilà. On a ici les opérations que je supporte à la main, à savoir un message qui me dit de démarrer le suivi d'un utilisateur, un message qui me dit d'arrêter le suivi, un message qui est un message de notification où je signale que je suis perdu, un message où je signale que j'ai changé la puissance sur les roues, et un message qui s'appelle MakeDecision, qui est le message qu'on utilise pour avoir un timer régulier sur ces trucs-là. Si on va par exemple dans le Start Following, qui est là,
on va voir que ça contient une start following request, et que cette start following request, alors ça a une forme un peu particulière, tout ça c'est le code qu'on retrouve de façon classique dans Robotics Studio. Et cette start following request, elle va contenir quoi? Le skeleton tracking ID. Et ce skeleton tracking ID va être fourni par le gesture detector. Donc si je passais dans le service gesture detector, j'aurais quoi? J'aurais tout simplement un service qui est aussi abonné au frame de squelette, qui quand il détecte une posture, envoie un message, j'ai reçu une posture à l'interface graphique, et l'interface graphique à ce moment-là démarre le service de l'interface graphique qui est finalement mon application, puisqu'elle est en partenariat un petit peu central avec tous les autres, démarre à ce moment-là le suivi en passant le skeleton ID en paramètre. Voilà, ça vous donne une bonne idée de ce qu'on a dans notre application. Ça serait particulièrement long de passer à travers tout le code pour faire la détection de posture, etc. Ce que je vous propose, c'est de lancer l'exécution juste pour que vous voyez ce que ça donne. Alors, on est dans une configuration de salle qui n'est pas top, méga moumoute pour bien voir ce qui se passe. Donc, vous voyez ici qu'on a notre frame Kinect. Alors, il faut savoir un truc avec Kinect pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que la détection de profondeur démarre à une certaine distance du capteur. C'est-à-dire que sur les 80, en l'occurrence avec le cas du Kinect pour Xbox 360, vous voyez là je suis colorié en gris, il ne voit plus rien. C'est parce qu'il n'est pas capable de mesurer en dessous d'une certaine distance. Parce que c'est tout simplement lié à la technologie et l'écart qu'il y a entre le rayon laser et le récepteur laser. Quand je m'approche, voilà, là il me voit, à partir de là, ouais, là il me voit, dis donc il n'est pas en forme. Et là il me voit, et donc il voit le squelette, et ça y est, là il a reconnu un squelette, donc il est capable de dire voilà j'ai un squelette, par contre j'ai pas encore fait le geste qui va bien pour dire au robot qu'il doit commencer à me suivre. Alors en l'occurrence, ici dans mon interface graphique, alors il n'y a pas tout qui s'affiche, mais j'ai mal géré le rescaling, je peux démarrer et dire à mon service que je veux faire soit un petit hello avec la main droite, soit un petit hello avec la main gauche, soit mettre ma main gauche au-dessus de la tête, et ainsi de suite. J'ai différents types de positions. Donc en l'occurrence, on va dire un hello avec la main droite. Alors là, ça dépend aussi vachement de la qualité de la reconnaissance du squelette, parce que comme je suis à côté d'une table, donc si je fais hello avec la main droite, je les démarre. J'ai appuyé sur start ou pas? Ça, c'est l'émotion. Donc là, il est censé me dire waiting for right hello. Je fais right hello. Il détecte la chaise en même temps que moi. C'est bon, il l'a eu. Vous voyez, il a changé l'affichage right hello. Et donc maintenant, il va pouvoir commencer à suivre. Alors pourquoi il n'a pas... Ouais, il est déjà en statut lost, en fait, le follower. Mais bon, avec la table et tout, c'est pas forcément idéal. Je l'ai démontré à une conférence de robotique la semaine dernière, donc vous devrez me croire sur parole que ça marche bien, ou alors on va pas avoir le temps de squatter la salle après pour faire la démo, parce qu'il y a évidemment d'autres sessions, mais si on se trouve un coin tranquille, si vous voulez, dans le couloir, on pourra jouer avec ça. Vous voyez qu'ici, je peux démarrer la détection de collision de la même manière. Alors la détection de collision, elle est démarrée, et si l'effet démo est avec moi, voilà, là je suis sur le capteur du milieu. Et vous voyez, en fonction de ça, il détecte les collisions. Et hop là, voilà. Ça, c'est colorié en rouge. Donc voilà, tout ça, c'est derrière une interface graphique, finalement, plein de petits modules qui sont couplés entre eux et qui communiquent entre eux avec cette architecture de passage de messages, et qui nous en font une application qui se sert du SDK Kinect. Il faut pardonner le Kinect qui, des fois, pense que l'écran derrière moi, c'est moi. Je suis encore avec ce qu'il faut savoir, c'est que Robotics Studio se base sur ce que le groupe Kinect fournit. En l'occurrence, le groupe Kinect fournissait jusqu'à il y a un certain temps la bêta 2. Donc là, comme j'ai pas voulu tout réinstaller juste avant les Tech Days, je suis resté sur la bêta 2. Il y a la RTM de Kinect qui est arrivée il y a pas longtemps et qui améliore encore le suivi du squelette. Aujourd'hui, c'est une application telle qu'elle. Elle est capable de me suivre à travers les couloirs, etc., de ne pas se planter quand il y a un autre squelette qui rentre dans le truc. La difficulté, c'est quand on tourne, parce que le champ de vision de Kinect, à distance réduite, il n'est pas méga large. Donc quand on tourne autour du robot, il faut tourner un petit peu lentement. Et évidemment, le Kinect, il a une certaine forme de limite. C'est que quand je m'approche à cet endroit-là, par exemple à cette distance-là du robot, le robot, là, il n'a plus de squelette. Donc il ne sait plus exactement où aller. Donc c'est vraiment un prototype d'application
c'est pas une application finie, j'ai pas l'intention de la commercialiser, c'est juste pour montrer l'utilisation de Kinect. Je voudrais finir en disant que évidemment le Kinect ne se suffit pas à lui-même pour répondre à tous les problèmes de la robotique. Il faudrait avoir un algo intelligent qui, quand il perd, qui en fonction de la position du squelette, s'il détecte qu'il y a quelque chose, par exemple avec ces capteurs-là, au même endroit que là où était le squelette récemment, ben peut-être qu'il faut se baser sur les informations de ce capteur-là en attendant de récupérer un squelette. De la même manière, je fais une identification avec un geste. À partir du geste, j'ai un tracking ID. Ce tracking ID, imaginons que je sorte du champ de vision, je vais le perdre, je vais en récupérer un nouveau. Donc on pourrait imaginer d'autres mécanismes d'identifiant de l'utilisateur, par exemple en faisant de la reconnaissance de visage avec la frame vidéo. Un autre mécanisme assez simple, c'est reconnaître certaines proportions dans le squelette humain. Quand on a une bonne qualité de reconnaissance du squelette, ça nous permet d'avoir une reconnaissance assez basique. On pourrait imaginer après plein d'autres interactions avec Kinect. Je vais avoir quelqu'un qui va travailler avec moi dans la deuxième moitié de l'année sur le fait de pouvoir positionner le robot en montrant où est-ce qu'il doit aller. Vu qu'on a le squelette, on sait où est le sol, on sait comment se déplacer, on est capable de dire que là, a priori, il pointe vers cet endroit-là du sol, et le robot, il pourrait être capable derrière d'aller là. Donc vraiment, Kinect, ça va apporter énormément de choses à la robotique. Chez Microsoft, on s'en sert avec Robotics Developer Studio. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas faire sans. Mais en l'occurrence, quand on fait des applications un petit peu complexes comme ça, c'est vraiment bien. Et je voudrais finir en disant que, bon, ça c'est ce qu'on a vu, en disant que Microsoft sera présent à InnoRobot, donc c'est le salon de la robotique de service qui se passe à Lyon chaque année en mars. On était présent l'an dernier pour la première édition. On y retourne cette année. On va présenter évidemment beaucoup de choses autour de Kinect. On invite également tous nos partenaires qui font de la robotique. Bon, on n'a que 18 mètres carrés, donc ça se fera à la bonne franquette. Mais si vous avez des applications robotiques que vous voulez venir, n'hésitez pas. Je vous mets mes coordonnées ici avec la slide de questions. Si vous voulez des invites gratuites pour InnoRobot, j'en ai. Je vais repasser sur les slides, du coup, ça va vous aider. Voilà. Et vous avez également les différentes manières de me joindre par email, sur Twitter et à travers mon blog. Je vous remercie de toute votre attention et on va prendre les 2 minutes qui restent sur le timing imparti pour éventuellement faire quelques questions. Sinon, je vous retrouve après dehors pour éventuellement une petite démo. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Est-ce qu'il y a un site qui est mis en place pour partager justement les blogs que vous parlez ? Par exemple, si je fais un blog de détection de distance, est-ce qu'il y aurait moyen de partager quelque part pour pas que tout le monde reconnaisse ça ? Ouais. Alors effectivement, le groupe robotique là-dessus, ils ont encore besoin de s'organiser un petit peu, puisque pour l'instant ce site-là c'est Codeplex. Donc c'est pas forcément. Il y a plein de choses sur Codeplex. Encore faut-il savoir où les trouver. Pour ça, il faut aller dans les forums robotiques. Il y a des forums qui sont dédiés à ça sur MSDN, sur les forums MSDN US, vu qu'ils sont drivés par le groupe robotique. Mais il y a effectivement un forum Robotic Studio sur lequel on peut voir évidemment passer du code. Il n'y a pas encore formellement de plateforme de partage de code et de cloud qui nous permettrait de descendre des services. Mais je ne vous cache pas que c'est des sujets sur lesquels évidemment on se penche. Est-ce qu'il y a une autre question peut-être avant qu'on conclue la session ? Oui ? Vous faites des tests unitaires des services avec des mocks, des choses comme ça ? Non. Enfin, je suis sûr qu'il y a des gens qui en font. Je n'en fais pas parce que je suis un développeur qui fait jamais que des démos. Donc quand ça plante, on fait effet démo, zut alors. Mais effectivement, j'ai jamais regardé comment on pouvait éventuellement penser à des tests unitaires pour les services. On pourrait imaginer les faire. Oui, on pourrait faire des services de mock qui implémentent les mêmes messages finalement que les services normaux. Et après, vous branchez dessus. C'est tout à fait. En fait, c'est effectivement ce que fait l'interface 3D. Quand on est dans le modèle de simulation, on a les mêmes services. Le Generic Differential Drive, qu'on soit en modèle simulé ou en modèle pas simulé, c'est le même. Donc ça nous permet effectivement d'avoir ce type d'abstraction qui fait que si on voulait faire du mock, ça serait très simple. Mais j'en ai jamais fait moi-même. J'ai oublié. Je suis désolé. On a un nouveau groupe d'utilisateurs et de développeurs qui s'est créé sur Facebook pour commencer, et ils ont des flyers qu'on va mettre sur le bord de la table ici autour de toutes les utilisations innovantes de Kinect. Ça s'appelle le Kinect Genius Bar. C'est évidemment un clin d'œil à
une certaine autre compagnie, et éventuellement un certain autre pays, puisque ça fait KGB. Donc une petite communauté sur laquelle il y a très régulièrement, tous les jours, sur Facebook notamment, des nouveaux articles qui sont postés. On suit l'actualité de Kinect, on partage ce qu'on développe avec Kinect. Évidemment, moi je vais partager tout ce qui est robotique, mais il y a plein d'autres applications. N'hésitez pas à venir vous servir avec un petit flyer qui est là et à rejoindre notre groupe de joyeux lurons jamais sérieux. Merci beaucoup.